La Banque du Léman et son offre en ligne dédiée aux frontaliers vous présentent Ensemble. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison de votre émission transfrontalière Ensemble. Aujourd'hui, on parle du Léman Express, mais pas le Léman Express comme un moyen de transport entre domicile et travail, comme on en a beaucoup parlé depuis 18 mois d'activité, mais le Léman Express comme outil de découverte touristique. Beaucoup d'acteurs du Grand Genève essayent de promouvoir le train comme moyen de s'évader dans la région. C'est de ce dont on parle durant toute cette émission et au fil de nos pérégrinations en train, bien sûr. On fera également un point sur un grand chantier en cours dans le Grand Genève, comme d'habitude, et puis notre découverte du mois en fin d'émission. Tout ça, c'est juste après l'actualité transfrontalière, bien sûr. Et voilà, c'est parfait. Un bus relie désormais les communes suisses de Pupplingen-Gépresinges à la gare Seva-Dannemasse. La ligne 86 a été inaugurée début septembre pour permettre de rejoindre le train facilement vers le reste de la Suisse, notamment pour les pendulaires. Le bus passe du lundi au vendredi toutes les 30 minutes. La gare d'Annemasse est à un peu plus d'1 kilomètre à vol d'oiseau d'ici. C'est l'une des plus grandes gares de l'agglomération. Le départ de lignes régionales, notamment en direction du canton de Vaud ou même en direction de la Haute-Savoie. Et donc une amélioration de l'offre pour les déplacements plutôt longue distance. À Divonne, l'hippodrome ajoute à son nom Grand Genève. La ville de l'Ain voulait prendre une ampleur régionale, voire nationale, d'autant que cet équipement est le seul dans le secteur. En Suisse, le suivant est à Avenches. L'hippodrome a vocation à accueillir des manifestations grand genevoises ou genevoises, car il n'est utilisé que 10 jours par an actuellement. On souhaite que l'hippodrome puisse accueillir de plus en plus de courses, et notamment des courses premium, qui sont reconnues à l'échelle nationale et internationale, et que ça soit un vrai lieu de vie et un vrai lieu d'attrait touristique. Le canton de Genève et les SIG lancent une vaste campagne de prospection du sous-sol. Il s'agit de localiser les endroits favorables à la géothermie grâce à des camions vibreurs. Ils sillonnent le canton et la France voisine jusqu'à mi-octobre. Tous les travaux de prospection qu'on fait d'imagerie du sous-sol ont deux buts. Le premier, c'est de trouver des zones potentiellement d'intérêt pour la géothermie, donc des ressources géothermiques, mais aussi de chercher, d'identifier des endroits où il y aurait des risques géologiques, sismiques et autres qu'il faudrait alors éviter lors du développement du projet. Un livre sur l'histoire du Grand Genève vient de paraître. Les ouvrages illustrés créés par Lydie Menet s'adressent aux élèves suisses et français. Ils reviennent sur de grands moments historiques de la région. Premier épisode en 58 avant Jésus-Christ et l'exode des Helvètes. La série de 6 livres a vocation à être distribuée dans les écoles des deux côtés de la frontière. On commence notre périple en gare de Lancy-Pont-Rouge, la gare la plus proche de Léman-Bleu, direction Chênebourg et les locaux de Lémanis, et on n'oublie pas le masque. Bonjour Mathieu Fleury. Bonjour. Et bonjour Myriam Boquet. Bonjour. On a beaucoup parlé du Léman Express comme un moyen de transport entre le domicile et le travail, pour la plupart, aussi comme moyen de transport transfrontalier. Et puis vous essayez de le promouvoir comme un moyen de s'évader, de découvrir des lieux. Pourquoi cette politique-là? Est-ce qu'il y en avait vraiment besoin? Oui, il y en a besoin, c'est complémentaire. En fait, le Léman Express est au service d'un projet de société, en fait, de créer un espace dans lequel on vit.
et on ne fait pas que de travailler, c'est une bonne chose. Et donc, en soi, c'est tout à fait complémentaire à notre mission première, qui est d'aider les employés, les travailleurs à se rendre à leur lieu de travail. Mais là, l'idée, c'est de faire vivre dans les esprits la beauté de cet endroit et l'immense richesse de son offre. Au cœur du projet, il y a toujours eu cette idée, parce qu'elle est aussi complémentaire en termes de temps. C'est-à-dire, on n'est pas seulement aux heures de pointe, mais il y a les heures de loisirs, les heures libres et le week-end. Donc, de toute façon, même d'un point de vue commercial, c'est logique de développer une offre de loisirs quand on a, comme nous, un outil de travail aussi performant, de l'utiliser à temps plein, fondamentalement. Alors, le moyen de s'évader avec le Léman Express, ça se matérialise par une carte interactive sur votre site, sur le site de Lémanis. Comment est-ce que vous avez sélectionné les lieux à voir autour de ces gares ? Donc on a travaillé avec les offices de tourisme et toutes les mairies. Donc on a contacté toutes ces organismes. On a travaillé ensemble pour qu'ils aussi nous fassent découvrir des lieux insolites. Et donc ils ont tous très enthousiastes à travailler avec nous. Donc ça, c'était bien. Et du coup, on a pu mettre beaucoup de lieux en valeur. On a privilégié tout ce qui était accessible avec les transports en commun et aussi à pied. Voilà. Parfois, quand on regarde sur cette carte, il faut prendre le train, puis ensuite prendre un transport pendant encore 30 minutes. Oui. Ça fait parfois un peu loin. Ça fait un peu loin, mais ça fait aussi le plaisir de la découverte, aussi de l'expérience du voyage, parce qu'on a une richesse, la région est très riche en lieux touristiques, et ça fait un peu partie de l'expérience touristique. Un exemple de Bellegarde au fort, pour aller faire une petite visite, ou la Via Ferrata. Quand le CEVA venait d'arriver, certains prenaient le train juste pour découvrir les gares, découvrir la ligne. Le tourisme ferroviaire. Est-ce qu'aujourd'hui on a toujours ce tourisme ferroviaire ou ça s'est un peu essoufflé ? Non, on l'a toujours. Sur nos réseaux sociaux, il y a beaucoup de remontées avec des photos de nos trains, de différents matériels. Ça, on l'a toujours, ce tourisme-là, de découvrir nos lignes Léman Express. Le train, parfois, il peut être vu comme cher, ça peut être pas forcément intéressant au niveau économique. On peut prendre la voiture, aller se déplacer, aller découvrir des lieux de toute la région. Franchement, le train, parfois, c'est un peu trop cher. Vous entendez cet argument des locaux ? Alors forcément, c'est toujours un enjeu, hein, c'est la qualité-prix fondamentalement. Nous croyons à la qualité de ce que nous offrons et donc à la valeur de ce trajet et le confort qu'il offre. Mais c'est vrai que vous avez raison malheureusement qu'aujourd'hui encore, le loisir est associé à l'automobile et à son extrême flexibilité. Donc nous, ce que nous montrons, c'est qu'à proximité du trajet de train, vous avez soit une offre de transport public complémentaire, soit la simple capacité d'aller à pied jusqu'au lieu qui vous intéresse. Et en fait, je pense que c'est cette expérience-là qui fera la différence, c'est-à-dire le temps de trajet. Dans le Léman Express, ce n'est pas du temps perdu. Vous pouvez lire, vous pouvez peut-être pique-niquer, vous pouvez vivre fondamentalement, profiter de ce moment. Et c'est peut-être là-dessus que ça justifie peut-être une différence de prix qui n'est pas si énorme si vous mettez par exemple les frais de parking en parallèle. Donc on espère vraiment que les esprits évoluent et que aujourd'hui le loisir soit associé aussi au transport public. Un mot quand même, Mathieu Fleury, vous avez débarqué comme directeur général il y a quelques semaines, c'était au mois de juin. Comment est-ce que vous vous sentez déjà et comment vous abordez cette rentrée de septembre, sachant que le Léman Express a été très mouvementé entre les grèves, la pandémie. C'est peut-être le premier mois dans lequel ça devrait aller, mais vous, comment vous vous sentez ? C'est ce que j'espère casser ce lien qui est lié à vraiment une série noire épouvantable que mon prédécesseur a vécu et je lui rends grâce d'avoir affronté ces événements. C'est extrêmement compliqué, mais je pense que les plaies de jeunesse, en fait, les maladies de jeunesse du Léman Express sont aujourd'hui soignées ou en passe de l'être, et effectivement, ce retour à la normalité, qui est un retour à la normalité plus globale, hein, on espère la fin de cette crise sanitaire majeure, devrait nous permettre enfin de travailler comme nous le souhaitons. Donc d'avoir une qualité qui est à la hauteur de notre promesse et que fondamentalement la satisfaction client soit notre guide et qu'elle atteigne les valeurs que nous visons. Mes premiers pas me montrent que c'est possible et je suis absolument optimiste sur notre capacité
à accomplir notre mission dans des conditions favorables. Mais quelle dynamique vous voulez donner? Est-ce que vous poursuivez ce qui a déjà été fait ou est-ce que vous voulez insuffler quelque chose de différent, de nouveau? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une montée en puissance, on est un produit jeune, innovant, très complexe, et l'idée, c'est que quelque part, nos voyageurs, nos passagers ne se rendent pas compte de cette complexité, qu'on rende la chose fluide, facile. On a eu des problèmes, on s'en excuse, on est évidemment en empathie avec ceux qui en ont souffert, mais on espère qu'aujourd'hui, on arrive dans une zone où on pourra travailler normalement. Merci beaucoup Mathieu Fleury et Myriam Boquet. Merci. Et on poursuit notre discussion avec les offices de tourisme. Eux aussi ont dû adapter leur politique avec le Léman Express. Direction Annemasse et l'office de tourisme des Monts de Genève. Oh là là, mon Dieu, ça se fait tout seul. Bonjour, Céline, enchantée. Bienvenue au Mont de Genève. On va pouvoir enlever le masque. Oui, ça va nous faire On peut rassurer tout le monde, on est assez proches, mais on est dans des conditions sanitaires respectées, vu qu'on est tous les deux vaccinés. Donc on peut entamer cette interview sereinement. Donc parlons un peu de ce Léman Express. Ça fait 18 mois qu'il est en activité. Vous, qu'est-ce que ça a changé concrètement dans votre approche touristique à l'Office de tourisme des Monts de Genève? Alors, la première approche qu'on a pu avoir du Léman Express, c'est d'abord une approche pragmatique, frontalière, de pendulaire. Et effectivement, ce n'était pas complètement intégré dans l'outil touristique. Mais dès qu'on l'a vu et qu'on l'a mis en place, moi j'ai donné des consignes, on en a discuté avec nos équipes, pour qu'on puisse tout de suite intégrer, dès qu'on le peut, sur une destination spécifique et une halte, ce nouveau mode de transport qui est révolutionnaire quand même, hein, on a un RER transfrontalier qui nous permettra de faire vraiment de l'écotourisme. Ça, c'est une vocation de ce mandat en tout cas, de faire du tourisme durable et donc respectueux de l'environnement. Donc expliquez-moi un petit peu plus largement en quoi votre politique a vraiment changé vis-à-vis de ce Léman Express. Est-ce que ça se traduit par une approche différente pour les touristes qui viennent vous voir, pour les locaux, par de la communication différente? Qu'est-ce que c'est? C'est clair. Si vous voulez, les équipes ont complètement intégré le réflexe déjà du mode doux, que ce soit le Léman Express ou autre. Donc le Léman Express, évidemment, il nous permet d'avoir un trajet tellement écotouristique le long du lac, d'ailleurs, qui nous permet aussi de drainer largement les différents sites qu'aujourd'hui, on le propose systématiquement dès qu'on a une possibilité de le prendre. Maintenant, le Léman Express ne s'arrête pas partout où on aimerait qu'il s'arrête, donc on fait avec. Dans notre agglomération, on a des haltes intéressantes et on a des choses qui sont effectivement une promotion naturelle par un moyen de transport tout à fait naturel. On essaie de travailler avec les Manis pour favoriser les modes doux. Et pour favoriser les modes doux, j'ai lancé cette idée d'essayer de voir comment on pourrait faire pour rajouter un certain nombre d'unités dans les trains, donc des wagons qui soient destinés au vélo, puisqu'on a une vraie politique donc de déplacement doux. Et ça, pour moi, je pense qu'un jour, on va les avoir, comme je les ai découverts à Hambourg, dans le S-Bahn. Vous avez vraiment des wagons qui sont typiquement affectés au vélo. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que quand le Léman Express est arrivé, ça permet d'effacer un peu cette frontière, d'avoir un Grand Genève uni. Est-ce que vous essayez de vous associer avec d'autres offices de tourisme, d'avoir des projets justement globaux et plus seulement faire dans votre coin? Alors moi je ne suis pas du genre à faire mon coin, donc il n'y a pas de problème, et c'est clair qu'on ouvre la porte. Hein. Tout ce qui peut être positif pour notre territoire, c'est fondamental. On travaille déjà avec un collectif de 6 offices de tourisme tout au long, jusqu'à Évian, et donc il y a des collaborations tout à fait naturelles entre les professionnels, les conseillers et les conseillères touristiques. Et donc aujourd'hui on a une vraie vocation finalement de mettre en avant la destination Léman France. Cette destination nous permet de mettre des passes en place pour évidemment avoir des options, des tarifs préférentiels, et puis surtout une cohérence dans les différentes destinations. Et donc le Léman Express est une colonne vertébrale utile. Qu'est-ce qu'on peut découvrir? Là on est à Annemasse, on est à 2 pas de la gare. Qu'est-ce qu'on peut découvrir comme lieu attractif, disons? Annemasse, souvent les jeunes voix ont une mauvaise image d'Annemasse. Et pourtant Annemasse, c'est très très bien desservi, c'est très très bien équipé, et on a quand même un certain nombre d'équipements qui sont intéressants. On a Châteaurouge, qui est quand même une scène quasi nationale. On a aussi la Maison du Parc, où on a de l'art contemporain. Et puis on a aussi la possibilité d'aller tout de suite, à même pas 5 minutes, visiter le Moulin de Cara par exemple, qui est donc un bel équipement qui a été rénové et qui remet le patrimoine en avant. Et c'est vrai que c'est sur l'axe
du Léman Express. On pourrait aller pousser jusqu'à Machilly, même. On a le lac de Machilly, c'est un petit lac, hein, évidemment, ça n'a rien à voir, on n'a pas le jet d'eau là-bas. On a aussi un petit practice de golf. On peut tout à fait en famille faire un pique-nique, un moment de détente de pêche, c'est très sympathique. Et on a surtout la renaturation de toutes les berges du Foron, qui donc nous permet aujourd'hui d'avoir des traversées, on va dire, bucoliques, de découverte finalement de la faune et de la flore qui est assez présente ici et bien protégée. Merci infiniment Patrick Antoine. Merci d'être venu. Voilà pour les grands axes du tourisme autour du Léman Express. On terminera dans un instant avec notre sujet découverte habituel effectué bien sûr en Léman Express, mais avant un petit point sur notre grand chantier en cours du mois. On se situe sur la commune de Meyrin, sur la route de Prefsaint, qui a fait l'objet d'une mesure d'accompagnement paysage qu'on appelle MAP Feuillasse. Elle a permis la réalisation de 2 projets, 2 mesures, donc la requalification de la route de Prefsaint et la valorisation du bois de la citadelle. Comme son nom l'indique, c'est un espace principalement agricole, des espaces de nature, forestiers, qui ont tendance à se refermer avec les différents développements urbains. La volonté de ce projet paysage, c'était vraiment de maintenir des espaces ouverts. Donc sous espaces ouverts, on entend les espaces de nature, d'agriculture, d'espaces publics et de maintenir des connectivités. Le projet de requalification de la route de Prefsaint avait pour objectif tout d'abord de réduire son gabarit, de retrouver un caractère plutôt agricole. Il faut savoir qu'avant c'était la route cantonale, donc c'est la route transfrontalière où il y avait énormément de véhicules qui passaient. La route avait déjà été coupée à la circulation, donc de retrouver des gabarits beaucoup plus petits, de valoriser les seuils de ferme, de canaliser le public aussi. On voit qu'il y avait des déprédations avec les promeneurs de chiens, donc de vraiment les canaliser, d'avoir des zones d'accueil avec des places de pique-nique par exemple, comme ici. Et puis le deuxième projet, le bois de la citadelle, c'est renforcer cette zone d'accueil avec des aménagements particuliers et en contrepartie des aménagements plutôt nature avec des espaces humides qui vont être aménagés pour retrouver plus de biodiversité au sein de cette zone forêt. Le budget pour cette MAP Feuillasse, il y a eu un coût d'investissement cantonal d'environ 600 000 francs et même montant pour la part communale de la commune de Meyrin. Je pense que c'est intéressant de préciser le démarrage des études. En 2014, les premiers travaux sur la route de Prefsaint ont démarré en 2020 et seront terminés au bois de la citadelle en 2022. Ces mesures paysages qui sont issues du projet d'agglomération, c'est des outils très intéressants qui permettent vraiment de mettre en œuvre des projets de paysage. Malheureusement, après 4 générations de projets d'agglomération, depuis 2007, il y a très peu de mesures d'accompagnement paysage aujourd'hui qui ont été mises en œuvre. On espère qu'il y en aura davantage par la suite, parce qu'on voit que c'est vrai que le territoire franco-valdo-genevois, il est en fort développement, et ces mesures paysages, elles permettent vraiment une meilleure qualité de vie et un accompagnement de ces développements soutenus. Et dernière étape de notre périple en Léman Express, on s'arrête à My pour y découvrir le musée du basket au siège de la Fédération internationale de basketball. Rendez-vous avec un international d'origine genevoise, Michel Ofik-Nzege. Alors bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. On se trouve à la FIBA, la Fédération internationale du basket. On se trouve à My. Comment se fait-il que la FIBA se soit installée ici et qu'est-ce qu'on y fait concrètement? Oui, ici on est à la Maison du Basket, le siège de la FIBA. Ce bâtiment a été inauguré en 2013, mais il y a non seulement les bureaux de la FIBA, mais il y a aussi un musée qu'on va découvrir ensuite. Michel, on a la chance de vous avoir, un basketteur d'ampleur internationale, on peut le dire. Est-ce que vous êtes déjà venu ici? Oui, je suis déjà venu à la FIBA. J'ai la chance de connaître TJ, avec qui j'ai joué quand on était jeune et avec qui j'ai pu jouer en sélection genevoise, jeunesse.
Et ça fait toujours plaisir de revenir ici. Ben, c'est la maison du basket, quoi, donc on se sent à la maison. Alors on fait un petit tour ensemble? Let's go. Alors là, on commence par quelque chose de très important. Le début. Le tout début. C'est à Springfield College, au Massachusetts, aux États-Unis. C'est l'éducation physique, Dr. Naismith. On lui a demandé de créer quelque chose, un sport à faire à l'intérieur. Parce que c'était l'hiver, il faisait froid, il pleuvait pour les étudiants de l'université. Et c'était en 1891. Et c'est là où le basket a été créé, qu'il a commencé avec, comme vous voyez ici, un panier pour des fruits, pour des pêches, avec une balle de foot, mais qu'il a mis à 3,5 mètres. Alors ici, c'est la première chaussure de basket. C'est difficile de le croire, mais c'était des Chuck Taylors, des Converse en 1917. Wow. Ah non, mais moi j'ai de la peine en fait, même comme il a dit, difficile à croire. Parce que nous, ces chaussures, enfin, il y avait un peu la mode en 2008-2009, tout le monde commençait à remettre des Converse. Mais pas pour le basket. Pas pour le basket, quoi. Et pour dehors, c'était confortable, mais quand tu marchais avec, tu courais même pas. C'est pour prendre le tram en retard, parce que tu savais que tu pouvais te faire la vie. Donc le fait qu'il y ait des pros qui ont joué avec ça, moi j'ai du mal à y croire, ouais. Non. Bon, on va dire que c'est un peu triste. On a un des derniers modèles de chaussures de Kobe Bryant. C'était quand même le meilleur joueur de notre génération. Certains ont grandi avec Jordan, ceux d'aujourd'hui grandissent avec LeBron James, après Giannis Antetokounmpo. Nous, c'était vraiment Kobe Bryant. C'était un modèle, personnellement pour moi en tout cas, de travail sans relâche. Avant l'année 1989, la FIBA voulait dire la Fédération internationale de basketball amateur. Mais après cette année, il y a eu une modification dans nos règles et qui a surtout laissé aux joueurs professionnels de jouer pour leur équipe nationale. Et c'est pour ça qu'en 1992, c'est la première fois que cela a été possible. Et ça, on peut en parler, mais probablement la meilleure équipe de tous les temps, surnommée la Dream Team. C'est la meilleure équipe de tous les temps parce qu'à l'époque, c'était du jamais vu. Avoir 12 joueurs NBA dans la même équipe, sur le même terrain, et les 12 meilleurs. Le ballon, je pense que si on le met sur eBay, ça peut vous assurer une retraite très dorée. Je vais peut-être ouvrir la vitrine et discrètement partir avec. Ça reste au musée, ça reste au musée. Alors ici, on voit un terrain en verre. C'est mieux pour les articulations. Mais après, il y a des lignes qui peuvent s'apparaître en LED et il y aura des boutons pour chaque sport. On peut aussi faire des autres activités. Par exemple, à chaque fois que Michel fait un dunk, il y a l'aimant bleu qui s'apparaît. Alors c'est aussi un côté marketing aussi pour les entreprises. Alors à la FIBA, vous avez dans ce musée des très vieilles pièces, mais aussi des toutes récentes. Là, c'est les Jeux Olympiques de cette année, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est les maillots de l'équipe gagnante, les États-Unis, chez les hommes et les femmes, et l'équipe qui a gagné la médaille d'argent, chez les hommes, la France, et chez les femmes, c'est le Japon. Il y avait aussi l'inclusion du 3-3. C'était la première fois qu'on avait 2 disciplines de basket aux Jeux Olympiques. Alors non seulement le 5-5, mais aussi le 3-3. Et la Suisse s'est presque qualifiée chez les filles. Ça vous fait rêver, les JO? Franchement, ouais, j'aimerais bien que la Suisse puisse participer à une grosse compétition internationale. On a beaucoup de chemin à faire. Là, le premier step, ce serait vraiment se qualifier pour un championnat d'Europe d'abord. On était à un match de la qualification en février dernier avec l'équipe nationale. Malheureusement, on a perdu contre la Finlande. Je pense qu'on sera capable de se qualifier pour le futur éventuellement, mais ce serait vraiment bien de faire une grosse compétition internationale. Ouais. Et alors vous, à titre personnel pour cette année 2021-2022? Ah, encore un secret, quand même. Secret encore. Quelle est la bonne technique? Ouais, franchement, c'est être fléchi sur les jambes et dès que tu as la balle, sauter, casser le poignet
et garder le bras tendu. Pas de stress, tout va bien. Non, non. De toute façon, tu vas rien casser. On est tranquille. Voilà. Hey! En tenant la main gauche comme ça, c'est normal que ta balle part de côté. Alors si tu l'as sur le côté, tu peux simplement tirer et la balle ira dedans directement. Tout simple. Maintenant, tu peux tirer et mettre le panier dedans. Dedans. Hey! Je vais vous dévoiler quelque chose de moi. Je fais 1m60. Voilà, face au joueur de 2m31. Ouais, non, Michel est plus grand. Moi, je suis plus grand. Moi, j'ai 1 ou 2 cm de plus. Mais... Et moi, je suis un peu plus grande que le T'es plus plus grande petit. que Mexibox. C'est bon. Carrière de basket, C'est bon, c'est pour moi. tu peux le faire. Mais je pense que WNBA, t'as la taille un peu meneuse de jeu. Donc, et vu que ce que t'as prouvé aujourd'hui, c'est bon, changement de carrière. Merci les Monts Bleus. Ciao les Monts Bleus, c'est fini pour moi. Merci beaucoup. Merci. Donc, Je suis Michel. ce musée il est ouvert à tout le monde, on peut venir tous les jours. Il est ouvert de lundi au vendredi, gratuitement. Tout le monde peut venir voir les mêmes choses qu'on a vues aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux. Moi, je crois que je vais encore m'entraîner un petit peu. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Ensemble vous a été présenté par la Banque du Léman et son offre spéciale frontalier.